Bonsoir le Béarn, en direct du Pavillon des Arts avec Éric Dournès. Et ce soir, c'est dans les conditions du direct. Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. Et très heureux de vous retrouver en ce jeudi soir de 18h à 19h. Pour celles et ceux qui nous suivent en direct complet, il y en a quelques fidèles finalement. Puis surtout, vous nous suivez en replay. Et ça nous fait plaisir sur pau.fr, sur le sillon.info, sur la chaîne locale évidemment.tv. Vous retrouvez sur ce portail d'ailleurs l'intégralité de toutes les émissions que nous avons commises, soit depuis le début du confinement, quand nous avons décidé d'investir ce pavillon des arts mis à disposition par la ville de Pau, soit depuis que nous avons démarré cette version estivale. La différence entre les deux, pendant le confinement, on vous disait restez chez vous, on vous amène l'information. Depuis, on vous invite à sortir de chez vous avec prudence, avec toujours la nécessité d'être prudent, mais on vous invite à découvrir, redécouvrir ce qui fait la force de ce territoire, les hommes, les femmes qui le composent, bien entendu, mais également les activités qu'ils font naître et qu'ils font jaillir aux quatre coins de celui-ci. Ce soir, nous allons faire connaissance avec l'antenne de Jurançon du centre social de la Pépinière. Nous allons parler avec Aurélie Carballo, conseillère économie sociale familiale, de plusieurs activités, la permanence, l'activité en partage, l'opération coup de pouce vélo, l'opération Marguerite avec des animations proposées cette semaine. Bref, beaucoup d'activités du côté de la Pépinière. Nous aurons donc tout à l'heure comme invité ce soir Aurélie Carballo. Ensuite, nous recevrons une championne, 17 fois titrée au championnat de France de natation en 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres brasse. Fanny Deberge sera avec nous. Elle, qui est native de Mirepex, s'exprimera pour nous parler de la saison, la façon dont elle s'entraîne aujourd'hui, des répercussions qu'il y a sur son entraînement et puis donc sur la reprise. Vous savez qu'elle a un objectif, celui des Jeux Olympiques en 2021. Quels sont les critères de sélection? Est-ce qu'elle pourra améliorer ses records personnels et participer à cet événement incroyable que sont les Jeux Olympiques? Nous l'aurons tout à l'heure en liaison avec nous. Et puis le jeudi, c'est le jour qui nous permet de faire le tour de l'actualité du monde agricole, et ce avec la complicité du journal Le Sillon. Yannick Allongue sera présent parmi nous pour débriefer l'actualité de la semaine qui touche le monde agricole. Tout à l'heure dans la dernière partie de cette émission. Ah, pas tout à fait la dernière partie de l'émission, puisque vous le savez, vous allez pouvoir jouer avec nous tout à l'heure avec notre jeu Le Mur de la Chance. Alors hier, la cagnotte du Mur de la Chance a été gagnée. On remet donc la cagnotte au départ. 100 € de chèque cadeau pour commerce dans la cagnotte ce soir, mais également de très nombreux cadeaux. Vous participez en vous inscrivant maintenant sur le www.lachaînelocale.tv, www.lachaînelocale.tv, soit pour jouer avec nous dans les jours qui viennent en direct, affronter le mur, soit tout simplement partager le montant de la cagnotte lorsque celle-ci tombe. Est-ce que ce sera le cas tout à l'heure? Réponse dans une cinquantaine de minutes. On va commencer par le départ. C'est pas original, mais ça marche toujours. Voici le générique de cette soirée. Bonsoir à vous, heureux de vous retrouver pour ces émissions enregistrées depuis le Pavillon des Arts à Pau avec un grand soleil qui frappe le Béarn depuis le début de la semaine. Merci à vous de nous avoir rejoints. Vous savez que tout à l'heure, si tout va bien, nous serons également en liaison avec le parc Aquasport qui tout le long de l'été va rouvrir et va vous proposer de très nombreuses activités. Le parc Aquasport, c'est à quelques minutes à peine du centre-ville, un lieu à l'intérieur duquel, vous le savez, les champions les plus titrés du domaine du kayak peuvent s'affronter, peuvent améliorer leur performance, peuvent dans quelques semaines d'ailleurs se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2021. Des Jeux, nous en parlerons tout à l'heure avec notre invitée Fanny Deberge, avec qui nous converseront sur la façon dont elle passe en ce moment, cette période particulière du confinement, la reprise de l'activité, sa façon de s'entraîner. Ça sera dans quelques petites minutes maintenant.
beaucoup d'entre vous se posent la question, mais que faire cet été? Est-ce que les activités qui sont les miennes dans le domaine associatif, dans le domaine culturel, dans le domaine de la vie finalement commun, vont perdurer? Est-ce que l'on va pouvoir, mine de rien, tout en restant peut-être à proximité, tout en ayant des gestes barrières, passer un été animé? Nous verrons de quelle façon la pépinière s'organise. Pour cela, après le jingle que voici. Bonsoir Aurélie Carballo. Bonsoir. Merci d'être là, au cœur de ce pavillon des arts. Vous êtes conseillère économie sociale et familiale à l'antenne économie sociale et familiale de Jurançon, de la Pépinière, le centre social La Pépinière. Il est basé au cœur, entre guillemets, de la ville de Pau, mais ce n'est pas tout à fait le cœur. On est sur le territoire du Faux-Thouras. Et c'est là qu'au cœur des années 70, en 73, précisément, de la volonté du conseil d'administration de la CAF Béarn-et-Soul, le centre social de la Pépinière a vu le jour. Comment est-ce qu'on peut définir d'abord, Aurélie Carballo, ce qu'est peut-être le centre social La Pépinière? Alors, le centre social La Pépinière est un équipement de proximité pour recevoir les habitants donc, du secteur du Faux-Thouras. Ce centre social a la particularité qu'il est à la fois en gestion directe de la CAF et une gestion par les usagers via l'association l'AUP, Association des usagers de la Pépinière. Alors c'est un lieu ouvert, extrêmement dynamique, qui crée, comme l'on dit un petit peu dans le jargon, mais c'est une réalité des valeurs collectives, hein, c'est-à-dire où l'on vit ensemble, où on partage, où on échange, où on crée ensemble. Sauf que dans dans cette suite de mots, j'ai bien mis le mot ensemble. Pendant la période là, du confinement, comment est-ce qu'on arrive à être ensemble alors qu'on doit être au contraire en distanciation? C'était le cas il y a encore quelques semaines. Comment est-ce qu'on arrive à garder cet esprit collectif alors qu'on nous a dit de rester chez soi de façon individuelle? Alors effectivement, on s'est réinventé, hein, comme beaucoup. On a essayé au maximum de garder du lien avec les adhérents, avec les personnes qui fréquentaient les services, alors beaucoup par téléphone, en proposant des points ponctuels, également par le WhatsApp ou des visios avec des groupes déjà établis. Voilà, donc on a essayé d'être dès le début du confinement au plus près des personnes qui fréquentaient régulièrement les services. Alors vous êtes basé en fait à Jurançon, dans un autre espace dit de proximité, d'accueil, d'écoute. Quelle est la définition et le rôle finalement de cette antenne économie sociale familiale de Jurançon? Alors aujourd'hui, l'antenne économie sociale et familiale de Jurançon de la Pépinière a pour objectif d'accompagner les initiatives des habitants, c'est-à-dire qu'on est à l'écoute de tous les projets que voudraient avoir les habitants du quartier et donc également de Jurançon. On propose pour cela des temps divers et variés qui sont issus de leurs demandes et de leurs envies. Donc pour cela, on a un groupe de parents qui s'appelle En Partage, enfants, parents, tout âge, qui est constitué... d'où le jeu de mots, d'où le jeu de mots. D'où le jeu de mots, tout à fait, voilà. Qui, à l'origine, c'était un groupe de personnes qui avaient constaté des animations sur Jurançon, parce que Jurançon propose beaucoup d'animations, mais il leur manquait ce côté pouvoir partager des choses avec leurs enfants et de manière intergénérationnelle. De ce fait, elles se sont réunies et petit à petit, au fil des rencontres, le collectif s'est constitué pour avoir la possibilité de mettre en place sur Jurançon, pour elles et pour les familles de Jurançon, des activités de loisirs à destination de tous les âges, finalement. Tous les âges, exactement. Avec une logique, c'est-à-dire peut-être de ne pas être simplement consommateurs, parce que ça arrive de loisirs, de pratiques, etc. C'est même une sacrée évolution depuis le milieu des années 70 de la pratique associative. Il y a ceux qui le font avec la conviction, avec l'idée d'animer, d'être ensemble. Et puis, ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Il y a ceux qui viennent consommer du loisir proposé par les associations. Là, l'idée, c'est d'être pas que consommateurs, c'est ça? Elles sont consommateurs. Ah, consommateurs, voilà. Exactement. C'est-à-dire qu'elles réfléchissent, c'est-à-dire qu'elles se réunissent quand même tous les mois pour pouvoir proposer des activités le temps des vacances scolaires sur Jurançon.
Et après, elles mettent aussi en œuvre, c'est-à-dire que c'est elles qui vont partir communiquer auprès des familles du territoire ce qui se passe. C'est elles également qui vont mettre en animation, c'est-à-dire qu'elles vont tenir des stands quand il y a des animations sur les berges du Gave, par exemple, ou c'est elles qui vont prendre des inscriptions quand il y a besoin sur des activités. Donc, on peut les voir effectivement en réunion. Donc, on est vraiment sur une idée de participation, de développer son pouvoir d'agir sur le territoire, de pouvoir évoluer à la fois personnellement et à la fois collectivement. Alors, il y a des animations on va dire d'importance, parce que chaque vacances scolaires, dans un temps normal, là vous me direz ce qui peut être encore le cas aujourd'hui, mais dans un temps normal, vous organisez des voyages au Futuroscope, au Puy du Fou, etc. Et puis il y a ces activités d'ultra-proximité qui finalement donnent une dimension supplémentaire aux événements que l'on connaît, comme les lotos, même des chasses à l'œuvre, je crois pour Pâques. Effectivement, il y a ces deux dimensions, c'est-à-dire que pour elles, il y a à la fois pouvoir sur la commune proposer des activités de proximité ouvertes à tous. Et donc, on est vraiment dans cette idée de réflexion. Donc, elles vont aussi sonder les familles qu'elles connaissent pour savoir quels seraient les besoins sur le territoire. Et d'autre part, elles ont un fil rouge toute l'année où pendant un an, elles vont autofinancer leur week-end familial qui est ouvert à d'autres. Et c'est à ce moment-là où les actions de proximité prennent aussi du sens puisque à la fois, ça permet une animation sur le territoire et elles, ça leur permet d'avoir de l'autofinancement pour pouvoir ensuite partir sur des lieux, effectivement, comme vous dites, le Futuroscope, le Puy du Fou, ce sont des week-ends onéreux, mais pour lesquels, du coup, elles se donnent les moyens d'y aller. Et alors, cette année, le programme, j'imagine, a été totalement chamboulé. C'est ça, on devait partir ce week-end. Et vous serez parti où, normalement? On devait partir 3 jours à Arcachon. Bon, là, loupé pour ce week-end. C'est ça. Et cela dit, il y a quand même des projets pour la suite, parce qu'évidemment, là, on comprend bien qu'il y a une mise entre parenthèses. Il y a une mise entre parenthèses, exactement. Donc là, on va attendre de pouvoir se revoir à nouveau dans les locaux pour pouvoir de nouveau parler projet pour septembre 2020. Alors, vous avez mardi organisé devant la maison des associations de Jurançon, l'après-midi, une opération baptisée Coup de pouce à vélo. De quoi s'agissait-il ? Alors, cette initiative a été la continuité des échanges qu'on a eus pendant le confinement et surtout le déconfinement quand il s'est agi de prendre les transports en commun. Le constat a été de dire que c'était parfois difficile, parfois anxiogène et il a été décidé, justement avec ce groupe en partage entre autres, qu'il serait opportun de peut-être réparer les vélos qu'il y a dans les caves, dans les garages. On n'a jamais fait autant de vélos. C'est ça, exactement. Remarquez, certains n'ont jamais fait autant de pistes de vélo que maintenant. Alors. Mais en tout cas, on n'a jamais fait autant de vélos. Donc oui, il faut aller ressortir, tout ce qu'il y a dans le garage, remettre au goût du jour. Au goût du jour, exactement. Au goût du jour, et puis même en sécurité parfois. Exactement. Donc là, c'est l'atelier vélo participatif et solidaire qui est basé donc à Bière, qui s'est déplacé sur Jurançon pour permettre aux personnes de bénéficier de ce dispositif coup de pouce vélo mis en place par l'État qui, pour jusqu'à hauteur de 50 €, permet une réparation du vélo. Oui. Donc, en fait, on a mis en place un programme sur 3 étapes. Donc, la semaine dernière, il y a eu la réparation du vélo. Cette semaine, il y a la formation pour pouvoir être autonome. On est toujours dans cet esprit de participation, de mise en autonomie des personnes. C'est la formation de la mécanique de base. De mécanique de base. Donc, voilà, changer des câbles de frein, des choses comme ça. Oui. Et la semaine prochaine, on sera sur apprendre aux adultes à faire du vélo. Donc là, c'est le côté vélo-école. Vélo-école. C'est ça, vélo-école. Ben oui, parce que mine de rien, il faut réviser un tout petit peu le code de la route, parce qu'on n'est pas tout seul quand on fait du vélo. On a parfois tendance, cela dit, on a parfois tendance à l'oublier aussi. Il faut cohabiter avec tout le monde. Il faut que les voitures apprennent à cohabiter avec les vélos. C'est pas gagné. Il faut que les vélos apprennent à cohabiter avec les piétons, avec les rollers, avec tout ça sur les espaces partagés. Il faut mieux avoir 2-3 bonnes notions du code de la route, puisque chacun sait d'ailleurs que lorsqu'on est à vélo, de temps en temps, on peut prendre des rues en sens interdit pour les voitures, mais qui ne sont pas sans interdit pour le vélo. Au contraire, et puis plein d'autres choses comme ça. Exactement. Alors, c'est sur inscription, j'imagine? C'est sur inscription, oui, tout à fait. Auprès de l'antenne, directement. Et donc, on prend les inscriptions séance par séance. 06 11 95 53 72, c'est le numéro qu'on m'a donné. J'espère que je ne divulgue pas le vôtre, mais que c'est bien le numéro auquel on peut appeler. 06 11 95 54 72 pour réserver donc sa petite pratique. Ça dure combien de temps, là, ces ateliers, à peu près?
Par exemple, la formation, c'était sur 1h30 et sur le vélo-école de la semaine prochaine, ça sera sur 1h30, 2h. Ça, c'est coup de pouce à vélo. Et puis, vous organisez une autre opération, aujourd'hui d'ailleurs, le 2 juillet, mais également demain, surtout l'opération Marguerite. De quoi s'agit-il? Alors là, le Marguerite, c'est un centre social itinérant qui a vu le jour depuis septembre 2019, qui maintenant sillonne les quartiers de Pau, parce que donc là, il est basé sur Pau. Et actuellement, il met en vie le parvis de la Pépinière en proposant des animations tous les après-midi pour tout un chacun. Donc, on est toujours sur cet ouvert à tous, qui est donc la vocation des centres sociaux. Donc, ce sont des temps où les parents, les enfants, toute personne qui veulent venir créer du lien peuvent venir à l'occasion des vacances pendant une après-midi, partager un moment. Ils ne sont pas encore en vacances quand on pris là, les petits bouts de chou. Exactement, encore. Ils ont encore quelques jours. Ils ont encore quelques jours d'école repris. Là, voilà. Donc, ça sera l'occasion, en tout cas, de rappeler au travers de cette animation-là que finalement, il n'y a pas d'âge, mais il n'y a pas d'heure non plus pour essayer de se retrouver. Exactement. Ensemble. Et d'autant plus après le confinement qu'on vient de vivre, ces moments de rencontre sont très importants et permettent de dire et poser toutes les difficultés qui s'est passées pendant le confinement, et ça fait beaucoup de bien aussi de pouvoir se rencontrer et discuter. Absolument, rencontrer, discuter, faire des projets ensemble, construire des choses. Ce côté économie sociale, familiale, on parle souvent de l'économie sociale et solidaire, mais là, il y a un côté familial qui a aussi toute son importance, parce qu'on voit bien que la cellule familiale, il faut, comment dire, en cultiver le bien vivre ensemble. Exactement. Et créer le lien et permettre des moments justement de temps où on n'est pas dans notre quotidien et où on profite pleinement de ses enfants, de ses parents, c'est aussi très important dans le développement de la cellule familiale. Et puis on le voit bien lorsqu'on a été obligé de se confiner ensemble avec des gens qu'on adore, cela dit, mais qu'on n'a pas qu'on n'a pas l'habitude de voir 24/24, 7 jours sur 7. Il y a parfois à se recréer des loisirs, des pratiques en commun, parce que pour beaucoup ça a été compliqué peut-être de vivre sous le même toit, mais surtout sans activité, parce que là ce que vous proposez, c'est partager une activité. Donc partager une activité, on se retrouve, on construit, chacun apporte quelque chose. Lorsqu'on est juste à dormir ensemble, à manger ensemble, à être ensemble, à travailler ensemble, c'est parfois plus dur. Exactement, on est vraiment dans la notion de plaisir à être ensemble. Exactement, parce que certains pourraient vous dire, il y a la barre de la famille, j'ai trop vu, il faut que je sorte maintenant. Là, ça permet d'avoir de bons prétextes. Ça permet de sortir et de se retrouver. Exactement, très bien. Est-ce que vous préparez déjà la rentrée du côté de la Pépinière? Parce que pour beaucoup, on a les yeux rivés bien sûr sur les vacances, mais on a aussi les yeux rivés sur la rentrée, la reprise justement des pratiques associatives, la reprise du calendrier de toutes ces activités. Est-ce que vous êtes déjà dessus ou est-ce que vous êtes encore dans l'attente? On y pense, mais on attend de savoir ce que va nous dire l'avenir. Mais bien sûr qu'on y pense et bien sûr qu'on se reprojette sur des projets et qu'on se reprojette sur des actions ensemble. Parce que là, maintenant, c'était d'habitude la période, c'est ça? Exactement, d'habitude, c'est la période. Donc là, on est plutôt sur du moyen terme, voire même du court terme, à savoir comment on peut proposer aux familles déjà cet été de passer un été ici, dans notre région et dans notre secteur, déjà ensemble. Aurélie, la vie d'un centre comme la Pépinière, de ses antennes, etc., elle repose à la fois sur la qualité des animateurs ou des animatrices qui le font, mais aussi des bénévoles, de celles et ceux qui sont tout autour. Ces bénévoles aujourd'hui, vous diriez qu'ils sont, entre guillemets, dans quel état d'esprit, justement? Est-ce que le fait de cette période particulière, finalement, ça a démobilisé, et après tout, on pourrait le comprendre, au contraire, peut-être que vous avez vu jaillir de nouveaux élans, de nouvelles disponibilités, un nouvel état d'esprit? Alors, je vais parler du bénévole que je connais le mieux, qui est Denis, qui est sur l'antenne avec nous. Au contraire, je pense que ça lui a donné... Oui, Charlie, non, il est derrière. Charlie, d'ailleurs, on l'appelle Charlie, parce qu'il est souvent entouré de drôles de dames. Ah, c'est ça. Pour le coup, je pense qu'au contraire, le confinement a donné encore plus d'élan et encore plus de volonté de pouvoir se retrouver et de pouvoir vivre de belles choses ensemble. On le souhaite en tout cas, on le souhaite. En tout cas, rendez-vous du côté de la Pépinière, alors physiquement pour celles et ceux qui sont du côté du boulevard Touras, mais là pour ceux dont on vient de parler, du côté de Jurançon, avec donc en partage d'un côté, mais également Marguerite, où là c'est beaucoup plus transversal, il n'y a pas que les parents d'en partage qui sont à l'origine de cette mise en place. Regardez une nouvelle fois les dates, alors c'est surtout pour demain, avec la journée interculturelle, parce que la rencontre-échange d'aujourd'hui, c'est un peu tard. Vous avez fait une belle semaine, là, cela dit. C'est une semaine de remise en jambes, j'imagine.
C'est ça, et puis il y a tout un programme qui va être à venir pour l'été, voilà, parce qu'il faut savoir que la pépinière, cette année, avait la volonté de laisser ouverts tous les services pour tout l'été. Ah, c'est bien. Voilà, donc il y aura vraiment de quoi faire pour cet été. Il y a des dates déjà de prise au mois de juillet, avec entre autres un petit déjeuner musical avec l'OPPP qui viendra. Voilà, donc il y a des dates déjà qui sont en train de se mettre en place, et pour ça, sur le site de la pépinière, il y aura toutes les informations au fur et à mesure du mois d'été. Eh bien, très bien, merci beaucoup. Vous voyez, cette semaine, on aura parlé de la MJC Berlioz en début de semaine, la pépinière aujourd'hui. Demain, on reçoit Olivier Pelure, on parlera de la MJC des Fleurs. Ça montre que tout ce secteur, avec des structures juridiques différentes, avec des origines différentes au fil du temps, mais que tout ce secteur de la vie locale continue à battre très très fort. Et on souhaite en tout cas à vous et puis à tous les autres, ma foi, une très très bonne reprise d'activité et de vous faire vivre un bel été aux uns et aux autres. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, ma chère Oli. Merci. Dans quelques instants, c'est une championne que nous allons recevoir. Nous allons parler sport avec la prochaine séquence et notre invité qui va nous rejoindre dans quelques petites secondes. À tout de suite. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Très heureux d'être parmi vous en ce jeudi soir pour passer, vous le savez, en revue, j'ai envie de dire, à la fois les activités, l'actualité, les projets d'animation des uns et des autres. Nous ferons le tour dans quelques minutes de l'actualité du monde agricole. Mais pour l'heure, nous allons parler sport avec quelqu'un qui avait annoncé sa retraite à l'issue des Jeux Olympiques de 2020. Et voici que la période a peut-être tout bouleversé. Ce quelqu'un, c'est une championne 17 fois titrée en championnat de France de natation, 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres brasse. Elle est avec nous en liaison, je crois, directe. Il s'agit de Fanny Deberge. Fanny, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Fanny, merci d'être avec nous. On l'a que par liaison téléphonique. Merci beaucoup. On va voir quelques images vous concernant tout le long de cet entretien que nous allons mener ensemble. 17 titres de championne de France. Le dernier titre, c'est quoi? C'est le 200 mètres brasse, c'est ça? Oui, le 200 mètres brasse. J'ai été aussi plusieurs fois titrée sur le 100 mètres. Je crois que c'est là où je suis le plus titrée. Mais voilà, là j'ai les trois distances et ma préférée, ça reste quand même le 200. Alors, vous êtes nageuse, vous êtes native de Mirepex, c'est bien ça? Exactement, oui. Mais aujourd'hui, vous vous entraînez à Antibes. Oui, c'est ça. Je me suis entraînée pendant 7 ans à Montpellier. Et je suis partie l'année dernière, il y a à peu près un an, donc au mois de juin 2019, pour préparer ma dernière année, qui était censée être la dernière année de ma carrière à Antibes. Et donc voilà, j'étais censée arrêter d'ici quelques mois normalement. Et oui, c'est ça, parce que Fanny, on vous a souvent reçu dans les trophées des sports et autres, et à juste titre d'ailleurs. Vous faisiez partie d'ailleurs des nommés, des Bernés de l'année avec nos complices de la République et de l'Éclair, parce que vous collectionnez régulièrement ces médailles, mais vous aviez annoncé que vous alliez vous retirer de la vie sportive de haut niveau après les JO de 2020. Sauf que de JO de 2020, il n'y en a plus. En tout cas, ils seront en 2021. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça change pour vous, hormis la date? Est-ce que d'abord, vous êtes toujours volontaire pour cette année de plus? Vous avez quel âge? Je peux vous demander votre âge, Fanny? J'ai 26 ans. Vous avez 26 ans. Et donc, est-ce qu'une année de plus, c'est pour vous toujours dans les projets, toujours envisageable? C'était absolument pas prévu. J'avais décidé d'arrêter donc après les Jeux de Tokyo là. Ouais. Et en fait tout était organisé pour que je rentre à Montpellier, puisque j'avais commencé mes études de kiné à Montpellier, pour que je rentre et que je termine mes études de kiné l'année prochaine à Montpellier. Voilà, avec mental, j'avais tout préparé psychologiquement, je m'étais préparée à tourner cette page. Donc, évidemment, quand l'annonce du report des Jeux a été annoncée, ça a été un gros coup dur parce que psychologiquement, j'étais prête à arrêter dans 3 mois. Oui. Donc, évidemment, c'était un gros chamboulement et je me suis réellement posé la question pendant le confinement si je continuais ou pas. Et
Et ça a été complètement, c'était complètement naturel que je continue un an de plus parce que voilà, je me voyais pas arrêter comme ça. Les Jeux, c'est pour moi quelque chose d'important et c'est une super compète et je pense que c'est beau de terminer là-dessus. Donc bien sûr que je continue une année de plus et voilà, ça chamboule beaucoup de choses, mais je pense que ça en vaut vraiment la peine. En tout cas, c'est pas Tony Estanguet qui vous dirait l'inverse. Il y a mine de rien autour des Jeux une ambiance, un état d'esprit, quelque chose de tout à fait particulier qui peut laisser des souvenirs marquants, quels que soient, j'ai envie de dire, les résultats, les performances, qui peuvent marquer une vie. Et hors de question pour vous de manquer ce rendez-vous à Tokyo, c'est ça? Oui, exactement. Et comme je dis souvent, j'ai eu beaucoup de chances d'avoir participé aux Jeux de Rio parce que c'est une identité de repère dans les moments difficiles. Je suis très contente d'y avoir participé parce que voilà, dans les coups durs, je me dis attends, tu te souviens, t'en avais bavé quand même pour y aller en 2016. Et une fois que tu y étais, tu n'avais pas tout oublié, mais presque. Donc évidemment, c'est une expérience de fou, peu importe les résultats, parce que pour moi, ils n'avaient pas été bons, mais c'était un mois, parce qu'on était resté un mois là-bas, un mois extraordinaire. Un mois, c'était une leçon de vie et une énorme récompense. Donc c'est aussi ça qui motive, c'est retrouver ces sensations-là et ces émotions-là. Alors pour aller au JO, il faut bien sûr s'y qualifier. 2020, c'était fait? Rappelez-moi, c'était fait? Non, pas du tout. Ou pas du tout? Non, vous n'étiez pas encore passé. On a arrêté notre saison vers le 15 mars, juste avant le confinement, et on était à... Et rien n'était fait encore, rien n'était joué, c'est ça? On était à 3 semaines des qualifs des Jeux. D'accord. Donc c'était pas fait, voilà. Donc maintenant, les qualifs sont à faire en 2021. Tout est décalé dans l'an, du coup, mais heureusement qu'elles n'étaient pas faites, parce que si jamais on était qualifié et qu'on nous dit après, on annule les qualifs... C'est pire. On verra l'année prochaine. Je pense que ça aurait été encore plus difficile. Encore pire. Vous avez alors double peine. Oui, exactement. Où est-ce que vous avez fait votre confinement, Fanny? Je suis rentrée dans le Béarn chez mes parents. Voilà, vous êtes rentrée, mais alors est-ce que vous avez, cela dit, pu garder pendant le confinement on va dire un rythme d'entraînement, fut-il évidemment bien moindre que ce que vous pratiquez, j'imagine, au club? Je me suis forcée à garder un rythme d'entraînement. Bon, évidemment, c'était pas des entraînements dans l'eau, parce que je n'avais pas de piscine à disposition, et même avec une piscine, on va dire familiale ou quoi, c'est compliqué de garder le. Rares sont ceux qui ont un bassin olympique. Rares sont ceux qui ont un bassin olympique dans le jardin. Des séances de... Oh non, mon père, pendant le confinement, n'a pas fait construire de bassin. Voilà, c'est ça. Voilà, franchement, il n'a fait aucun effort. Non, vraiment, vraiment. Après des années de soutien, vous voyez, vous lâchez comme ça dans des moments vraiment incroyables. Incroyable. Pas du tout, pas du tout. Mais notre préparateur physique nous envoyait des programmes toutes les semaines avec des séances de PPG, de course à pied, pour se maintenir en forme. Et pour ma part, ça a plutôt bien marché parce que c'est vrai que je suis assez... j'aime beaucoup ce genre de séance aussi. Du coup, ça m'a permis de cadrer mes journées et puis de rester en forme, quoi. Fanny, on m'a même dit que vous aviez, je crois, une sorte de petit défi quotidien qui était évidemment ludique sur le principe, mais enfin qui, mine de rien, était fait pour garder un esprit compétiteur. Oui, pendant plusieurs semaines, notre préparateur physique nous avait lancé des défis en fait tous les jours. Des fois, c'était des défis qui n'en étaient pas. C'est-à-dire qu'il y a un jour, c'était le jeu de celui qui racontait la meilleure blague. Oui. C'est pas une discipline olympique, mais cela dit, mettre un pantalon sans les mains non plus et faire le poirier, c'est pas encore une discipline olympique. Il y avait un défi, c'était mettre son pantalon sans les mains. Des défis bon enfant, quoi. C'était pas que des défis sportifs, c'était des défis bon enfant, des blagues. On s'envoyait des vidéos de nous en train d'essayer de mettre un pantalon sans les mains. Voilà, on a gardé, c'est aussi comme ça qu'on a gardé le contact entre nous. On se donnait beaucoup de nouvelles entre nous, les nageurs du groupe, notre préparateur physique, notre coach qui nous appelait aussi régulièrement. Voilà, ça permettait aussi de garder un lien, quoi. De garder le lien. Alors maintenant, la reprise, est-ce qu'elle a démarré pour vous? La reprise de l'entraînement, on va dire, plus structurée, puisque là, vous êtes à Antibes, j'imagine que oui. Oui, ça fait un moment que je suis revenue à Antibes. Voilà. On a repris les entraînements le 18 mai. Une semaine après le déconfinement, on a eu l'autorisation de reprendre. Donc, du coup, j'ai repris la route pour venir sur mon lieu d'entraînement ici.
Et depuis, on a fait une reprise sur un mois. On a fait une reprise très progressive où les 2 premières semaines, on nageait qu'une seule fois par jour le matin. Et après, on a petit à petit, on a réintégré les entraînements bi-quotidiens dans les semaines. Et voilà, aujourd'hui, depuis la semaine dernière, on s'entraîne 2 fois par jour, tous les jours, sauf le mercredi et le samedi. Et on a repris un volume de séances qui se rapproche beaucoup des volumes qu'on faisait avant le confinement. Et alors, cette reprise d'entraînement, cela dit, elle ne se traduit pas aujourd'hui par des compétitions qui sont souvent aussi des formidables façons de s'entraîner, et physiquement et pour le mental. Comment est-ce qu'aujourd'hui on pallie à cela, et est-ce qu'il y a déjà des compétitions qui, cela dit, commenceraient à refleurir dans le calendrier? On a eu le programme des compètes il y a 2 semaines, je crois. Et nos premiers championnats de France vont avoir lieu en décembre. Peut-être qu'on aura une compétition avant, mais ce sera au mois de novembre, un truc comme ça, mais c'est pas sûr encore. Donc voilà, donc les compétitions, c'est sûr que c'est pas pour tout de suite. Mais est-ce qu'on peut se qualifier? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à des qualifs avec l'exigence que vous rappeliez tout à l'heure, hein, la nécessité en plus d'améliorer sans avoir des compétitions intermédiaires? Déjà, pour l'instant, la priorité actuelle, c'est de récupérer nos niveaux avant le confinement. Parce qu'évidemment, 2 mois sans toucher l'eau, pour des nageurs, c'est quand même très compliqué parce qu'on n'est pas des poissons. Donc, ce n'est pas notre élément. Donc, on met énormément de temps à se réhabituer à notre élément, à retrouver la condition physique dans l'eau qui n'est absolument pas pareil que la condition physique qu'on peut avoir quand on court, quand on fait du vélo, quand on fait du cardio. Donc, on doit se réhabituer à tout ça. Bon, on est en train, mais ça va prendre encore du temps. Et après, on commencera vraiment... On va avoir quelques vacances cet été, 2 semaines de vacances. Et après, on rattaquera vraiment la saison. Et normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre. On devrait avoir retrouvé déjà un niveau très correct, quoi. Et alors, est-ce que d'une façon plus large, est-ce que pour la natation française, pour l'équipe France, qu'on l'espère vous allez pouvoir intégrer, est-ce que tout revient également normal? On a beaucoup entendu parler de choses avant le confinement ou autre. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que finalement l'équipe de France va pouvoir se retrouver pour être au rendez-vous justement de Tokyo 2021? C'est le but. C'est le but. Tout le monde a repris un peu partout en France maintenant. On a quand même gardé tous un peu contact entre nous. Et oui, l'objectif, c'est d'être performant, en décembre et surtout en juin l'an prochain, puisque c'est là que se joueront les qualifs. On a encore du temps, donc ça devrait aller. Fanny, de tous les titres que vous avez arrachés au fil du temps, et d'ailleurs avec plusieurs disciplines et plusieurs longueurs, enfin distances en tout cas, parcourues, quelle est celle de laquelle vous êtes le plus fier et peut-être celle qui, quelque part, vous représente le mieux? Une distance, vous dites? Alors, et une distance, puis peut-être une victoire, une médaille qui vous représente le mieux, ou un titre qui vous représente ou qui représente finalement la quintessence du travail de votre caractère? Je dirais que c'était l'an dernier, en 2019, le 200 brasses que j'ai gagné, que j'ai un peu arraché parce que c'était une année un peu difficile. Et j'avais fait un début de compète moyen avec un 50 mètres moyen, un 100 mètres moyen où j'avais été très déçue. Et au final, le 200 mètres, le dernier 200 mètres de la saison, j'avais un peu lâché prise et je m'étais dit, écoute, tu verras bien. J'avais pas envie de me prendre la tête et au final, j'avais arraché mon titre, à mes yeux, d'une très belle façon parce que voilà, c'était une petite revanche pour moi qui avait passé une année ô combien compliquée. Et voilà, oui, ça reflète. C'est une très belle victoire parce qu'elle était complètement inattendue, mais à la fois, ça reflète complètement mon caractère. D'ailleurs, mes parents le diront aussi bien que moi. Voilà, je suis une compétitrice avant d'être une fille de l'entraînement, ça c'est sûr. Et voilà, quand j'ai la rage, quoi.
Eh bien, on vous souhaite d'avoir cette rage, mais la rage positive, hein, justement, pour aller décrocher cette qualif l'année prochaine, au mois de juin prochain. On espère bien sûr que la période que nous traversons ne chamboule pas trop à la fois les capacités d'organisation, mais au-delà d'ailleurs, hein, le principe même de la compétition. J'espère qu'elle ne perdurera pas cette période parce que les derniers articles que j'ai lus concernant le président du CIO... C'est pas encourageant. Non. Non, voilà. Donc j'espère que ça va pas trop perdurer comme situation parce que sinon, voilà, faudrait pas que ça nuise au jeu, quoi. Exactement. En tout cas, c'est pour ça. Et avant tout ça, plein d'autres choses, parce qu'évidemment, on parle des jeux, du sport, mais avant tout ça, il y a la santé publique et c'est très important aussi, quoi. Absolument, c'est même absolument primordial. Fanny, qu'est-ce que vous allez faire après? On peut se le dire, juste une fois que vous allez arrêter, décrocher, j'allais dire, rendre le maillot au vestiaire, vous le rendrez jamais. Raccrocher mon maillot. Raccrocher le maillot, vous le raccrocherez vraiment jamais, parce qu'on continuera à faire de la natation, etc. Mais cela dit, vous personnellement, moi, j'ai énormément de chance d'être rentrée il y a maintenant 4 ans en école de kiné. Ouais. Donc, j'ai validé 3 ans de mes 4 années d'école. Donc, il me reste une année d'école de kiné à réaliser pour être diplômée. Donc, mon objectif sportif, c'était Tokyo. Mon objectif scolaire, c'était juin 2021 parce que je devais être diplômée en juin 2021. Bon, les choses ont été un peu chamboulées, donc du coup, ce sera objectif juin 2022. Donc après, l'an prochain, en septembre, ce qui est prévu, c'est que je rentre à Montpellier pour finir ma dernière année d'études. Et après ça, écoutez, j'espère que je serai diplômée kiné et que je pourrai travailler tourner la page. Exactement, tourner la page en tout cas d'une très très belle carrière. Vous savez qu'avec tous vos titres, vous êtes une championne extrêmement titrée, et pour le Béarn en particulier, hein, vous êtes parmi les plus titrés d'ailleurs de ce territoire en nombre de titres remportés au niveau du championnat de France dans vos catégories. Alors, c'est vrai que vous avez plusieurs catégories, mais il n'empêche, vous êtes une de nos sportives les plus émérites et on vous souhaite plein de bonnes choses pour se préparer pour ces Jeux 2021 en espérant qu'ils aient bien lieu. Merci beaucoup Fanny d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci en direct donc depuis Antibes, cette nageuse de Mirepex qu'on apprécie tant. Merci, à très vite. Dans quelques instants, chers amis, nous allons partir avec l'actualité du monde agricole. Au préalable, on va rafficher juste à côté de moi, je crois, le numéro de téléphone auquel vous pouvez nous contacter, le numéro de SMS du moins, ou bien l'adresse mail bonsoirlebéarn@gmail.com, bonsoirlebéarn@gmail.com, le téléphone 06 44 63 07 14. N'essayez pas de m'y appeler, c'est pas le mien. N'essayez pas d'avoir quelqu'un au bout du fil, c'est que par SMS. Par contre, on vous répond et on vous programme. Véronique, qui assure la programmation de cette émission, vous programmera dans les jours qui viennent dans ce rendez-vous que nous avons mis en place avec les équipes de création de communication aux premières heures du confinement afin de continuer à faire ce qui est notre cœur de métier, vous informer, vous divertir, vous rassembler. Mais normalement, nous le faisons sur des grands événements ou du moins des événements de toute taille, petits, moyens, grands, mais en tout cas des rendez-vous physiques. Et là, nous sommes dans ce grand plateau mis à disposition depuis les premières heures du confinement par la ville de Pau. Ce grand plateau qui nous a permis de réaliser toutes ces émissions depuis le début avec des caméras automatiques, ce qui explique que quand on va trop vite, hop là, on rip. Et nous allons rejoindre notre plateau dans quelques jours, mais on va continuer ce marathon, ce lien avec vous, et puis ce marathon qui est celui de vous informer, de vous divertir. Dans quelques instants, l'actualité du monde agricole, agriculture et vous, c'est la rubrique du sillon. Merci beaucoup de nous rejoindre et merci à Yannick Along d'être avec nous, lui qui est à la tête du journal Le Sillon. Je suis heureux de l'accueillir comme tous les jeudis, j'ai envie de dire bonsoir mon cher Yannick. Bonsoir Eric. Bonsoir Yannick, je vois votre image, je vois votre t-shirt du soir, vous êtes au bureau et merci à vous d'être là pour participer à cette émission et partager ce qui fait l'actualité du monde agricole et pas que, ai-je envie de dire, parce qu'à la une du Sillon qui sortira demain, mais au moment où on fait cette émission, c'est un peu trop tôt pour la voir, mais déjà on le sent bien sur le site internet, on va parler de climat, d'environnement et bien sûr, parce que la Convention citoyenne est passée par là, de ce qui pourrait changer dans les mois et les années à venir, Yannick.
Oui, tout à fait. On fait un retour sur la Convention citoyenne sur le climat. Beaucoup de propositions concernent le monde agricole et le monde rural. Donc voilà, on fait un petit point sur ce dossier qui, je pense, va focaliser les attentions des agriculteurs dans les semaines et les mois à venir. Avec évidemment beaucoup de propositions qui ont été mises sur la table. Est-ce que vous revenez peut-être un petit peu sur l'écoute? Est-ce que vous avez l'impression que ces propositions sont venues de gens qui ne connaissent pas l'agriculture, ou au contraire qui connaissent l'agriculture parce que par le tirage au sort, etc., ça a permis d'avoir dans le panel, entre guillemets, des personnes en connaissance des métiers et des enjeux de l'agriculture? Non, il y a de tout. Il y a des propositions qui sont relativement intéressantes. Il y en a d'autres qui sont déjà en route depuis quelques années, notamment la réduction des produits phytosanitaires. On en est déjà au 2e plan éco-phyto. Ouais. On a réduit de près de 50% leur utilisation en quelques années, et ça continue à se poursuivre. Il y a le bien-être animal, il y a du travail qui est fait autour de ça. Donc il y a déjà plein de sujets qui sont traités par les agriculteurs, qui n'ont pas attendu la Convention citoyenne pour agir et pour protéger le climat. C'est ce qu'ils font un peu tous les jours. Alors vous avez aussi des néo-ruraux qui n'ont pas attendu pour agir, parfois contre les agriculteurs, parce que la cohabitation dans des campagnes qui sont aujourd'hui pas simplement habitées par des gens qui, comment dire, sont des acteurs de la ruralité, mais qui certains viennent y dormir, ça donne des conflits. Voilà, on va dire que l'agribashing se déconfine lui aussi. Voilà, pendant tout le confinement, on louait le travail des agriculteurs qui nourrissaient les Français, qui continuent à travailler pour ça. Et qui ont continué à travailler, qui étaient pas en première ligne comme les soignants, mais juste derrière. Et on rebondit sur ce fait divers que vous n'avez peut-être pas échappé la semaine dernière. Cet agriculteur de Buros qui a été un peu secoué parce que son tracteur faisait trop de bruit. Et donc voilà, on se posait la question de savoir est-ce que cet agribashing revient aussi fort qu'avec le déconfinement. On a d'autres témoignages qui viennent notamment des Alpes qu'on va illustrer avec une agricultrice qui a son tas de fumier à 900 mètres d'une maison secondaire. Et les résidents de la maison secondaire qui viennent juste passer quelques jours ont été se plaindre à la mairie que ce tas de fumier à presque 1 kilomètre de chez eux les dérangeait. Voilà, donc tout ça fait que on se pose beaucoup de questions sur cette cohabitation qu'il peut y avoir entre ces gens qui découvrent la campagne, qui ont un peu oublié ce qu'était la campagne, et les agriculteurs qui y travaillent tous les jours. Absolument. Et puis des fois, ça va jusqu'au chant du coq le matin. Alors il y a des... Il y a le chant du coq, il y a les canards, il y a les mouches. Il y a plein de choses. Alors, autant il y a des choses qu'on peut imaginer qui sont parfois sympathiques en termes de réflexion. C'est-à-dire, faut-il vraiment que l'Angélus sonne le matin dans certaines communes à 7h00 ou le week-end à 8h? Mais enfin, en effet, contre la nature, contre les animaux, contre ceux qu'on réclame quelque part, c'est-à-dire d'avoir des productions locales près de chez soi pour la consommation, ça peut paraître paradoxal. C'est l'ambiguïté même de la situation, c'est que les consommateurs sont demandeurs de produits de proximité, mais bon voilà, les produits de proximité, ils se font à la campagne, ils ne se font pas à l'étranger, ils ne se font pas à 500 km de chez nous, ils se font là. Absolument. Alors, dans l'actualité également, il y a des premières indications concernant le bilan peut-être de ces fameux fonds Alter-ENA qui ont été débloqués, financés par la région d'où l'ENA, Nouvelle-Aquitaine, pour la transition agroécologique. Tout à l'heure, on parlait de ce qui s'est passé au niveau de la Convention citoyenne. Vous rappeliez que beaucoup de choses étaient déjà en cours, finalement, ou en tout cas qu'il y avait du mouvement. Cette transition agroécologique, il n'empêche qu'elle a un coût et qu'il faut qu'elle soit financée si on veut que le monde agricole soit au rendez-vous. Les premiers fonds ont été débloqués, mais est-ce que ça donne quelque chose ? Oui, donc ça fait presque 1 an maintenant que ce fonds a été mis en place par la région. Donc c'est un fonds de soutien qui permet aux producteurs de monter des projets, d'aller voir les banques et d'avoir les crédits plus facilement auprès des banques, puisque donc ils sont soutenus par la région au niveau des prêts. Il y a 65 dossiers qui ont été déjà déposés en 1 an. Ça fait déjà une trentaine de millions d'euros sur les 190 millions qui sont prévus sur 3 ans. Donc voilà, c'est des projets qui permettent aux agriculteurs de franchir le cap pour être plus respectueux de l'environnement avec des pratiques agroécologiques.
Et là aussi, s'il n'y a pas d'aide pour les mises aux normes, pour franchir ce pas, c'est très compliqué pour eux de pouvoir le faire. Absolument. Et la volonté, en plus, de le faire, très clairement, la volonté de le faire, encore faut-il qu'ils soient accompagnés pour ça. C'est ce que la profession réclame depuis des années. Ils disent oui, nous, il n'y a pas de souci, on est prêt à aller vers plus d'agroécologie, mais voilà, on peut pas le faire tout seul. Il faut nous soutenir parce que la marche est très haute. C'est une véritable révolution, et une révolution ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Absolument. Derrière cette révolution, il y a également la nécessité de vendre au bon prix. Les produits fabriqués avec des cahiers des charges, avec des obligations, etc. etc. Bref, d'avoir ce qu'on appelle des prix et des marges, surtout, vivables. Or, tout ça passe par des négociations qu'il faut observer de près parce que, outre les bonnes intentions que tout le monde a, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les grands placards publicitaires nés au lendemain de la crise du Covid, ensuite, il y a la réalité de terrain dans les négos entre les uns et les autres. Et l'importance d'un observateur des prix, c'est de faire la photographie à l'instant T de ce qui se fait, ce qui se pratique. Vous y revenez, je crois. On y revient, comme vous dites, il y a la communication, puis il y a l'effet du concret, il y a l'effet du réel. Donc l'Observatoire des prix et des marges vient de rendre son rapport. Et il relève que la loi Egalim, cette fameuse loi qui a été promulguée en 2018 pour permettre aux agriculteurs de dégager plus de revenus avec leurs produits, n'a quasiment pas eu d'effet sur 2019. Ouais. Donc, c'est un coup d'essai. Enfin, c'est une première année. Tout le monde est un petit peu en rodage. Il faut espérer qu'en 2020, malgré le Covid, les négociations permettent aux agriculteurs enfin de pouvoir dégager des revenus suffisants pour pouvoir vivre des produits qu'ils vendent. Parce que beaucoup de producteurs vendent à perte, malheureusement. Absolument. Alors, on y revient là-dessus, dans les colonnes du Sillon. Cela dit, on y revient déjà, je crois, sur le site Internet. Oui. Alors, d'autres points que vous aurez détaillés dans le Sillon, je crois que vous parlez des cépages de Plémont. De quoi s'agit-il ? Oui, on fait un petit focus, on en avait déjà parlé il y a quelques mois. On refait un focus sur le conservatoire des cépages de Piémont. C'est des cépages autochtones exclusivement pyrénéens. Donc, ils ont mis en place une parcelle et les gens vont pouvoir comme ça découvrir les cépages qui sont faits ici depuis des années. Et puis, on revient également sur une action qui a été conduite par la FDSEA. Juste avant le confinement, un éleveur de Huartemix a malheureusement perdu tout son cheptel dans l'incendie de sa bergerie. C'est ça, voilà, l'incendie de la bergerie. 800 brebis qui ont péri dans les flammes. C'est vrai. Et donc, une cagnotte avait été mise en place, la solidarité s'est mise en œuvre. Et là, la FDSEA et les agriculteurs ont récolté plus de 37 500 €. Ah, cool. Donc, là aussi, le chèque a été remis cette semaine à cette famille du Huartemix, pour leur permettre de reconstituer leur cheptel et de passer à ce cap très difficile. Super, super, super. En tout cas, belle solidarité et un effet qui va donner un peu d'oxygène à cette famille, même si il y a non seulement la perte matérielle, et puis je crois un vrai choc émotionnel et assez bouleversant au niveau de la vie de cette famille. Oui, parce que les éleveurs aiment leurs animaux, quoi qu'on en dise, ils les élèvent, ils sont auprès d'eux tous les jours. Donc, perdre comme ça 800 brebis, c'est vraiment un drame qui est très, très mal vécu par les éleveurs quand ça arrive. Absolument. On retrouve tout cela donc dans le journal Le Sillon, apparaître demain. Je vous laisse aller terminer la une, là, pour que vous puissiez lancer une impression le journal, pour qu'on les entende, attend dans les boîtes aux lettres. On rappelle que le Sillon est également sur Internet. D'ailleurs, vous nous y retrouvez tous les soirs sur le sillon.info avec votre rédaction qui est au travail pour couvrir l'actualité du monde agricole, alors du 64, mais au-delà d'ailleurs du 64, Yannick. Oui, on couvre notre zone de diffusion, c'est les Pyrénées-Atlantiques, mais également les Landes et une petite partie du Gers et des Hautes-Pyrénées. Voilà, que des territoires dans lesquels il fait bon vivre. Regardez la une, non pas du journal, mais du site Internet en ce moment même. Merci beaucoup Yannick, je vous dis à très bientôt. À la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, je prends des vacances. Écoutez, vous avez le droit de prendre des vacances. Donc c'est mes collègues qui vont prendre le relais, ils le feront avec plaisir. Très très bien, il faut qu'on les bisute, c'est ça? Parce que vous commencez à être vieux routier maintenant de la rubrique. Ça serait cool quand même, non? Allez, exactement, c'est pour ça, on va tout leur faire. On va leur faire le coup de la panne, de l'appel pas à l'heure, etc. On leur fera là
Total, mon cher Yannick. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Dans quelques minutes, chers amis, nous allons jouer ensemble, comme tous les soirs, avec notre mur de la chance. Je vous annonce que demain, nous aurons une émission consacrée à la reprise, à la réouverture des cinémas avec Mehdi Ouada, qui est le directeur du CGR, de CGR Cinéma, que ce soit à l'université, notamment celui de Pau Université. Mais il nous parlera de tous les cinémas en général qui ouvrent. Et puis nous reviendrons également demain sur le dynamisme de la MJC des Fleurs avec Olivier Pelure qui sera parmi nous. On respire quelques instants, on plonge dans l'eau pure du stade Aquasport et on se retrouve pour le mur de la chance. À tout de suite. Alors, ce soir, à gagner 100 € dans la cagnotte de bon d'achat offert par Pau Commerce et par l'agglomération de Pau, Béarn-Pyrénées, mais également, pourquoi pas, un VTT électrique, une tablette tactile. Je n'oublie pas les week-ends à gagner dans les gîtes ruraux de ce territoire. Également à gagner des passes gourmands offerts par la ville de Pau. Des chèques cadeaux, je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'on a? Une cave à vin, on a beaucoup de cadeaux, 120 au total, cachés derrière les 40 cases de ce mur de la chance qui va apparaître d'ici à quelques petites secondes. Pour cela, pour gagner ces cadeaux, deux possibilités: ou jouer avec nous tous les soirs dans les conditions du direct, ou bien tout simplement vous inscrire sur le www.lachaînelocale.net pour tenter de gagner ces cadeaux, simplement en décidant de partager la cagnotte lorsque celle-ci tombe. Donc hier, la cagnotte a été gagnée. 100 € dorénavant de nouveau dans la cagnotte de ce jeudi. 40 cases qui composent le mur de la chance qui s'affiche devant vous avec cette prouesse technologique absolument sans normes dont nous disposons pour faire apparaître ces 40 cases. Derrière chacune de ces cases, il y a quelque chose. Il y a quoi? Il y a 13 cases perdues. Ben oui, parce que c'est un jeu, donc il faut bien qu'il y ait du suspense. Donc 13 cases perdues, mais il y a également et surtout 3 cases derrière lesquelles il y a des chèques cadeaux d'une valeur de 10 €, 3 cases avec des chèques cadeaux d'une valeur de 20 €, 2 cases avec un chèque cadeau d'une valeur de 30 €, un chèque cadeau d'une valeur de 40 €, tout cela étant des chèques cadeaux Pau Commerce. Et puis il y a une case cadeau mystère. Aujourd'hui, le cadeau mystère, il s'agit d'un des week-ends en gîte que nous vous proposons avec la complicité des gîtes ruraux de ce territoire. Il y a également des passes gourmands, il y a des box, le court-circuit, notre restaurant situé du côté du Palais des Pyrénées, non loin du parking de la place Clémenceau, vous accueillera avec, vous le verrez, des spécialités locales à partager, des activités du côté du parc Aquasport, des cases, et puis donc une case cagnotte avec derrière cette cagnotte, je vous le dis, je le répète, 100 € aujourd'hui à partager avec qui? Avec vous, vous qui allez vous inscrire, quelle que soit la date à laquelle vous suivez cette émission. Il vous suffit de rentrer la date du jour. Donc nous sommes le jeudi 2 juillet et le mot de passe du jour que je découvre en même temps que vous, c'est montagne.
montagne. Vous complétez donc, quelle que soit la date à laquelle vous suivez cette émission, la date, le mot montagne, et vous pourrez partager le montant de la cagnotte si tant est que celle-ci soit décrochée par la personne que nous allons maintenant accueillir en ligne et qui se prénomme Héloïse. C'est ça, Héloïse? Bonsoir Héloïse. Oui. Bonsoir Héloïse. Bonsoir. D'où est-ce que vous nous appelez, Héloïse? De Pau. De Pau. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante. En quoi? Qu'est-ce que vous étudiez, Héloïse? En licence 3, gestion. Très bien. Et alors, ça fait combien de temps que vous n'avez pas remis les pieds dans un amphithéâtre? Ah là, ça fait un moment quand même. Ça fait un moment maintenant. Comment oui. se passe la fin de l'année? Il y a des examens, des partiels, il y a quoi? Comment ça se passe à la fin de la saison? Oui, j'ai eu des partiels sur Internet avec des oraux et des QCM. Ah oui, d'accord, sur Internet. Alors, ça a changé complètement la façon de les préparer et de les vivre? Ah oui, ça c'est sûr, ça a changé. C'est différent. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé, oui. Vous avez tiré des bons sujets? Oui, très bien. Alors, on va voir si... ma licence. Alors, tout va bien. On va voir si le tirage au sort va vous être aussi bénéfique. Vous n'avez pas une licence à gagner, mais vous avez juste des cadeaux fort sympathiques. Pour cela, vous aurez une case à retourner, à nous donner entre 1 et 40. Si le cadeau vous plaît, vous le gardez, il est acquis, il est à vous. Si vous voulez le remettre en jeu, vous pourrez le faire une fois. Et on va vous proposer de gagner une autre possibilité de le remettre en jeu. D'accord, Héloïse ? D'accord. Pour cela, 4 jeux de hasard, de pur hasard, vont s'offrir à vous. Le jeu A, le jeu B, le jeu C, le jeu D, lequel voulez-vous? Le A. Le A. Allons-y, découvrons le jeu A. C'est le jeu pair ou impair, une chance sur 2. Alors, c'est bien parce que ce jeu, donc vous avez une chance sur 2 de gagner une case supplémentaire et donc une chance de vous tromper tout à l'heure lorsque vous serez face au mur de la chance. On va faire partir une roulette. Cette roulette va s'arrêter sur un chiffre qui sera donc pair ou impair. À votre avis, sera-t-il pair ou sera-t-il impair, Héloïse? Pair. Pair. Donc s'il est pair, vous gagnerez une chance de plus. S'il est impair, vous aurez une chance simplement de vous tromper face au mur. Allons-y, roulette en musique, allons-y. Vous avez un gros moyen. Toujours impressionné par ces moyens techniques. Grosse production, on dirait pas. 12, le 12, et vous m'aviez dit pair, c'est donc bien pour vous. Vous allez avoir une chance supplémentaire lorsque vous serez face au mur. Ce mur, justement, nous allons le constituer ensemble, au préalable. Je rappelle à ceux qui nous suivent qu'ils peuvent s'inscrire sur le www.lachaînelocale.net et donner le mot de passe du jour, qui est le mot montagne, qui correspond donc au jeudi 2 juillet. Si vous mettez jeudi 2 juillet montagne, quel que soit le jour que vous avez choisi pour revoir cette émission, vous pourrez partager la cagnotte du jour. Si Héloïse a décroche, la cagnotte du jour, c'est 100 € qui sont mis en jeu. Il y a d'autres cadeaux fort sympathiques. On a remis la cagnotte à 0, puisque hier, elle a été gagnée par quelqu'un qui nous a appelé de Tarbes et qui a gagné cette cagnotte. Je vous souhaite la même chance, Héloïse. Voici donc cette cagnotte de l'été d'une valeur de 100 €, je le disais. Voici surtout le mur de la chance. Alors, 40 cases. Vous allez me donner un nombre entre 1 et 40. Celui qui vous plaît. Allez-y, Héloïse. Le 26. Le 26. Pourquoi le 26? Il y a une raison particulière? Je suis née le 26. Ah ben voilà pourquoi. Allons-y, le 26. Alors, c'est le cadeau mystère, le 26. Le cadeau mystère aujourd'hui, il n'est pas si mystère que ça, je vous dis de quoi il s'agit. C'est le cadeau mystère, c'est un week-end, une nuit, et puis tout ce qui va avec, le soir, le repas, le petit déjeuner, un repas déjeuner, etc., dans un gîte rural de ce territoire. Vous pouvez soit garder ce cadeau, il y a une petite musique suspense qui va arriver, soit garder ce cadeau, soit tout simplement le remettre en jeu et tenter de gagner la cagnotte ou les autres cadeaux derrière le mur. Qu'est-ce que vous préférez, Héloïse? Je le garde. Vous gardez le cadeau? Vous avez bien fait. Je garde le cadeau. C'est un super cadeau, vous avez bien fait. Félicitations à vous. Héloïse, vous habitez Pau, mais vous pourrez aller un petit peu partout. Vous allez voir dans le département, et ce dans les week-ends, dans les jours qui viennent, pour passer donc un week-end avec la personne de votre choix, pourvu qu'elle soit d'accord évidemment, mais la personne de votre choix. Vous pourrez faire venir quelqu'un de votre famille, pourquoi pas en Pyrénées-Atlantiques, comme on l'espère. Beaucoup vont le faire pendant ces vacances estivales tout à fait particulières. Vous êtes originaire d'ici, Louise? Oui. Née à Pau? Oui, je suis originaire de Pau. Très bien. Où est-ce que vous avez fait lycée, collège? Quel a été votre parcours à la fac? Oui, j'ai fait lycée à Pau, mais c'est qu'après étudiante, c'est sur Aix-en-Provence.
D'accord, très bien. Bien là, vous pourrez passer un petit bout d'été dans notre région et profiter, on l'espère, d'un temps qui sera aussi agréable que cette semaine. Merci Louise. Demain, merci à vous. Merci beaucoup. Demain, nous allons parler cinéma parce que oui, les cinémas rouvrent. Nous ferons le point avec le directeur du CGR Pau Université de la réouverture des cinémas. Et puis, nous donnerons la parole au directeur de la MJC des Fleurs. Nous allons faire le tour, si vous avez vu tout le long de la semaine. On a parlé tout à l'heure de la pépinière. On a reçu en début de semaine Berlioz. On va parler de la MJC des Fleurs. Demain, soyez donc au rendez-vous, 18h, 19h. Et puis d'ici là, vous vous inscrivez sur la chaîne locale.tv pour gagner les cadeaux du mur de la chance. Salut, à demain.